Je pousse la lourde porte en chêne de la salle d'audience, et l'odeur cirée me ramène, comme un coup de poing, au couloir sombre de notre vieux appartement de Villeurbanne, quand j'avais 8 ans, et que maman répétait que papa était parti, dans la fumée. La montre de l'huissier indique 9h28, le mardi 14 octobre 2025, mais mon cœur bat comme si on sonnait 3 coups d'urgence. C'est une audience de référé devant le tribunal judiciaire de Lyon. Une salle claire, aux vitres hautes, où la lumière froide d'automne découpe les silhouettes en tranches nettes. À ma gauche, mon avocate, maître Clémence Roux, range soigneusement des chemises cartonnées, où les onglets portent des dates écrites en toutes lettres. 29 janvier 2000, 3 février 2000, 22 juin 2025. Face à nous, le banc des défendeurs s'aligne comme une palissade qui craque. Maître Vautrin, le notaire aux tempes argentées qui a épousé maman 3 ans après l'incendie, l'œil sec comme un dossier de succession. Madame Delmas, responsable sinistre de la compagnie d'assurance, menton haut et lèvres serrées, et 2 rangs derrière, maman, le visage noyé dans un foulard bleu nuit, qui évite mon regard. On est au milieu de l'action, et pourtant je sens déjà la vapeur du passé se lever, une fumée plus lourde que celle d'une maison qui brûle, la fumée d'un mensonge qu'on entretient pendant un quart de siècle, jusqu'à ce qu'il s'infiltre dans les rideaux de toute une vie. J'ai l'habitude des chiffres et des schémas, des lignes droites qu'on trace avec un feutre sur un plan technique, parce que je suis ingénieur en structure, spécialisé dans la réhabilitation de bâtiments anciens, à Lyon-Pardieu. Le béton parle, quand on sait l'écouter. Les fissures racontent l'histoire des efforts, des charges, des oublis. Pourtant, rien dans mes calculs ne m'a préparé à ce que j'allais découvrir à cause d'un simple test sanguin demandé par mon assureur santé en vue d'un prêt immobilier. À la fin du mois de mai 2025, un prélèvement banal pour évaluer mon profil HLA, compatibilité en cas de greffe, a révélé une incongruité simple et tranchante. Mon groupe sanguin et mes marqueurs ne pouvaient pas provenir du couple que je croyais être mes parents. Ce fut un défaut d'alignement, 1 millimètre de trop sur un plan qui vous condamne la charpente. Soudain, ce qui était en jeu dépassait le confort du crédit. Ma filiation, ma réputation auprès de ceux qui me connaissent depuis l'enfance, mon équilibre professionnel, car je savais que l'onde de choc me suivrait au bureau, et plus intime encore, la confiance cardinale que j'avais toujours accordée à maman. Je me suis vu glisser en une semaine d'un homme ordinaire de 33 ans, fiancé à Anna, prof de lettres au collège, à un type qui se douchait la nuit pour couvrir l'odeur des cendres qui remontaient des années 2000, quand on a retrouvé à l'aube un tas de poutres calcinées au numéro 22 de la rue du Chevreul à Oulin. Ton père est mort là, Julien. Un dimanche à 4h20 du matin, le 30 janvier 2000, les pompiers ont dit que c'était trop tard. Je l'ai cru. Qui d'autre aurais-je pu croire? Pourtant, les fables ont des angles. Et l'homme qui s'assoit aujourd'hui derrière le micro, maître Vautrin, n'est pas un ogre. Il a même cette qualité qui m'a toujours désarmé. Une rigueur méticuleuse, la capacité à retenir une cote d'acte, l'art de calmer une salle par la seule précision de sa voix. Il a conseillé des veuves, sauvé des fratries de querelles imbéciles, donné des heures pro bono à une association de tutelle. Mais c'est en couche sur couche de petites omissions qu'il a verni la grande histoire du feu. L'histoire officielle, rédigée peu après l'incendie, parlait d'un court-circuit. À l'époque, j'avais 8 ans et demi, et je retenais les détails comme des billes. Les sapeurs arrivaient en 10 minutes, la fumée noire par la fenêtre de la cuisine, un corps supposé retrouvé dans les gravats, impossible à identifier autrement qu'au portefeuille brûlé. Maman s'enfermait dans la salle de bain, puis elle ressortait, la voix plane pour répéter à l'assureur, aux médecins traitants, aux voisins empressés, que papa n'avait pas souffert. Je n'ai jamais interrogé le détail que je porte pourtant en moi depuis cette nuit-là, une odeur de gaz pas comme d'habitude, plus froide, plus chimique, et une trace de boue sur le paillasson alors qu'il n'avait pas plu. Je n'ai pas questionné l'homme qui venait dîner quelques mois plus tard, qui portait si bien la compassion, qu'on finissait par ne plus voir ses mains poser doucement les papiers qu'on signe sans lire. J'ai grandi dans cette histoire, j'y ai dormi, j'y ai aimé, jusqu'à ce qu'un tube de prélèvement, le mercredi 28 mai 2025 à 11h40, m'apporte un contrepoids si net que tout s'est mis à pencher. Je n'ai pas crié, je n'ai pas claqué de porte.
Le soir même, j'ai accompagné Anna dans le supermarché de la rue Garibaldi. Je l'ai laissé comparer les prix du café moulu et j'ai rangé dans mon sac, entre un paquet de spaghettis et une boîte de tomates pelées, la première piste qui m'a trouvé. Un mail oublié qui sommeillait depuis des années dans une adresse électronique de l'époque ADSL, un vieux compte que je n'utilisais plus. C'est étrange comme les pièces mineures échappent aux mains qui serrent trop fort. P1, je n'avais pas encore les mots pour le dire, mais la première preuve s'est offerte sous la forme d'un simple message de confirmation d'un badge de télépéage, activé le lundi 31 janvier 2000 à 9h14, au nom de mon père, pour un trajet Oulainbourg-en-Bresse. J'ai senti une bouffée glacée dans le couloir de l'appartement. Le lendemain de l'incendie mortel, le badge que maman gardait dans une boîte aux clés avait passé une barrière de la SANEF. J'ai imprimé le mail, le papier a grésillé dans l'imprimante à jet d'encre, banal comme un ticket de caisse, et je l'ai glissé dans une chemise transparente. Quand j'ai montré le document à Maître Vautrin dans son étude, le lundi 2 juin à 16h, il a fait ce que font les gens sur deux. Il a souri légèrement, a redressé une feuille dans un porte-document et a dit « Les badges se prêtent, Julien. Ce n'est pas sérieux. » Il a aussi secoué la tête, avec cette manière d'être protecteur qui vous renvoie à un âge où vous avez encore du lait sur les lèvres. Et puis, il faut faire attention à ne pas se fourvoyer en diffamant la mémoire d'un disparu. Maman, assise sur la chaise en canage, a serré son foulard jusqu'à blanchir les phalanges. Je reconnais que j'aurais pu me contenter d'avaler, encore une fois. Mais quelque chose en moi, une poutrelle interne jusqu'ici encastrée, a grincé. J'ai pris une semaine de congé, j'ai prévenu mon chef d'équipe que je devais régler une vieille malfaçon familiale. La réaction n'a pas tardé. 2 jours plus tard, une lettre recommandée est arrivée. Une mise en garde rédigée par l'assureur, soulignant qu'une remise en cause infondée d'un sinistre clos pourrait constituer une dénonciation calomnieuse et attirer des poursuites. Le vendredi, j'ai appris par un collègue que Maître Vautrin s'était rendu sur mon chantier et avait glissé, l'air de rien, que j'étais fragilisé par des histoires personnelles, sous-entendant que je n'étais pas dans un état propice à assumer des projets critiques. Anna a reçu le dimanche un message amical d'une ancienne voisine affirmant que il valait mieux ne pas réveiller les morts. On m'isolait. On me poussait vers l'endroit où les voix se font trembler d'elles-mêmes. Le soir, j'ai arrêté de parler à voix haute pour réfléchir. J'ai ressorti du carton au fond du placard un cahier à spirale où, enfant, je collais les coupures de journaux. Là, au milieu d'une page, j'ai retrouvé un détail que j'avais oublié. Un petit article annonçant, le mardi 1 février 2000, l'ouverture d'un nouveau parking surveillé près de la gare de Bourg-en-Bresse. Pourquoi ce souvenir avait-il collé alors que d'autres glissaient? Parce que papa me parlait cette semaine-là des trains qui partent au nord. Parce qu'il m'avait promis de m'emmener voir les locomotives. Parce que parfois le cerveau d'un enfant empile des indices comme on empile des cailloux au bord du Rhône. Ma première alliée est arrivée par la petite porte. Hélène, l'assistante RH de l'entreprise où travaillait papa en maintenance industrielle. Elle a gardé de lui le souvenir d'un homme qui réparait les choses sans bruit, et celui d'un collègue qui partait tôt les lundis pour me déposer à l'école. Je l'ai trouvé grâce à un répertoire papier que mon père avait glissé dans un manuel d'électrotechnique, resté au fond d'un carton. Elle m'a reçu dans sa cuisine de mes yeux, odeur de soupe et chat sur la chaise. Sa voix était un peu voilée par l'âge, mais ses tiroirs étaient nets. J'ai gardé des photocopies de tout ce qui m'a troublé à l'époque, Julien, parce que quelque chose ne collait pas. Elle a posé devant moi un badge magnétique de l'usine et un petit dossier jauni. J'ai cru qu'elle voulait me montrer un souvenir. En fait, elle me tendait P2, la preuve solide, celle qui modifie la charpente mentale du spectateur. Un relevé des pointages extrait du logiciel RH, daté mercredi 2 février 2000, en toutes lettres, portant la mention « Passage au tourniquet Est, 6h42, Monsieur L. Morel ». Hélène a ajouté un second document, une capture d'écran imprimée du journal d'accès, daté et signé par elle, à l'époque, avec la précision d'une horloge. Un cahier de loge du gardien mentionnait « Monsieur Morel a retiré des outils pour intervention hors site à 7h15 ». Elle a expliqué que, quand elle avait posé des questions, on lui avait répondu que le logiciel avait buggé. Elle avait insisté, on avait haussé le ton,
Puis elle avait rangé la copie dans un tiroir, exactement comme on glisse la première fissure sous un tapis. Lorsque je suis sorti de chez elle, mon monde avait déjà basculé. Ce n'était plus un doute. C'était une ligne droite qui passait au travers, vers un nord à suivre. J'ai déposé une plainte simple auprès du procureur de la République le lundi 9 juin 2025 à 14h50. Maître Roux a rédigé une requête en référé pour obtenir communication de pièces auprès de l'assureur, sous astreinte, et a demandé une ordonnance auprès du juge des référés pour accéder aux images des caméras du péage de l'A40 sur le créneau du lundi 31 janvier 2000, entre 8h50 et 10h. On nous a opposé le délai de conservation. Les bandes ne sont pas gardées 25 ans, monsieur, a dit un cadre de la société d'autoroute, l'air presque désolé. Mais les chiffres aiment la persévérance. L'ordonnance a permis de récupérer, par un miracle administratif, des extraits de registres d'accès conservés dans le cadre d'un litige ancien. Pas d'images, mais des journaux d'événements horodatés, sur support papier microfilmé, avec la mention badge 0163 L. Morel, voie 4, passage validé. Maître Vautrin a tenté de bloquer, invoquant la protection de la vie privée de feu mon père. L'instant où j'ai compris la nature exacte de son jeu, c'est lorsqu'il a brandi la dignité du deuil comme un bouclier. Je ne savais pas encore s'il était l'architecte du mensonge ou son maçon assidu. Je savais seulement qu'il avait empilé des briques autour de maman jusqu'à ce que l'air manque, et qu'il les empilait maintenant autour de moi. La deuxième escalade a pris la forme d'un coup de téléphone anonyme. Un jeudi soir, 20h19. Une voix déformée a murmuré « Laisse tomber, Julien. Il n'y a pas de corps. Il n'y a jamais eu de corps. » Puis, le lendemain, on a forcé la serrure de ma voiture et on m'a volé un sac où je gardais des photocopies. Rien d'autre. Anna m'a supplié d'arrêter. « Je te perds, là. Tu disparais dans un couloir qui n'a plus de fenêtre. » Je me suis entendu lui dire qu'elle avait raison. Puis je suis retourné chez Hélène. J'ai bu un café sans sucre et j'ai demandé le nom du gardien de l'époque. Elle m'a donné Monsieur Boulstro, René, retraité à Ambérieux. C'est lui qui a ajouté la poutre maîtresse qui manquait. Dans son pavillon, il m'a reçu en pantoufles, les yeux vifs. Il n'avait pas oublié la nuit du feu. J'ai vu votre père, le mardi matin. Il a laissé un sac d'outils, m'a serré la main, m'a dit « Dites à Hélène que tout va s'arranger ». J'ai pensé qu'il parlait d'une panne. Il avait la barbe rasée, comme pour un voyage. J'ai enregistré sa déposition sous serment devant un officier de police judiciaire le lundi suivant. Une ligne de plus. Pourtant, ce n'est pas la parole d'un gardien qui a retourné la salle aujourd'hui. C'est la troisième preuve, P3, celle qui s'imprime comme un coin de métal dans la maçonnerie d'un récit. On a obtenu, après des semaines de procédure, par une ordonnance du juge d'instruction rendue le jeudi 28 août 2025 à 17h24, la communication d'un dossier resté inaperçu, un contrat d'assurance vie au bénéfice de maman, souscrit par mon père le lundi 24 janvier 2000, auprès de la même compagnie qui indemnisera plus tard l'incendie, avec une clause spécifique de double indemnisation en cas de décès accidentel par incendie. Le contrat, archivé, portait un avenant signé le lundi 31 janvier 2000 à 10h45, dans une agence de Bourg-en-Bresse, avenant validant la désignation d'un co-souscripteur, à savoir Maître Vautrin, tuteur financier transitoire. L'avenant comportait une signature dont une expertise graphologique, diligentée par ordonnance, conclut à une imitation de bonne facture. Ce n'était pas la preuve que mon père était vivant à cet instant. C'était la preuve que quelqu'un avait agi au présent, en son nom, dans l'heure et le jour précis où le badge passait le péage. Avec ce contrat, il y avait un rapport d'expertise incendie, réalisé à l'époque par un cabinet privé missionné par l'assureur. Le rapport ne concluait pas au court-circuit, mais à un apport volontaire de comburant, avec absence de restes humains identifiables. La phrase était restée dans un tiroir. On avait poursuivi, payé, clos. Je tiens ce rapport dans la main, et je sens les fibres du papier. Je sens aussi le temps passé dessus, comme un léger rugueux. Il m'a fallu expliquer, face au juge, comment nous l'avions obtenu. Par la voie légale, par l'ordonnance, par l'astreinte, parce que la vérité n'est pas un trésor qu'on vole. C'est une paroi qu'on débroussaille.
À l'audience, ce matin, tout s'organise autour de ces pièces. Maître Roux déroule les dates en toutes lettres. Elles pendent comme des ampoules que l'on allume l'une après l'autre. Lundi 31 janvier 2000, 9h14. Mail de confirmation de passage de badge SANEF au nom de Monsieur Laurent Morel. Mercredi 2 février 2000, 6h42. Pointage au tourniquet est de l'usine, relevé RH signé par Madame Hélène. Document versé au débat. Jeudi 28 août 2025, 17h24. Ordonnance d'instruction. Communication d'un rapport d'expertise incendie concluant à l'absence de restes humains. Et pièce H. Contrat d'assurance vie du lundi 24 janvier 2000. Avenant du lundi 31 janvier 2000. Signé en agence de Bourg-en-Bresse. Expertise graphologique à l'appui. Elle s'arrête, se tourne vers moi, pose la main sur mon avant-bras. Sa voix devient plus lente. Monsieur le Président, mon client ne vient pas salir la mémoire d'un disparu. Il vient demander la rectification d'un acte de décès qui n'a jamais été fondé, la mise à jour des mentions à l'état civil et la communication des mesures mises en œuvre par l'assureur et le notaire co-souscripteur afin de vérifier s'il y a eu, oui ou non, escroquerie à l'assurance en bande organisée. Je jette un coup d'œil à maman. Elle ne me regarde pas. Je vois sa nuque fine, familière, ses épaules qui tremblent sous la laine. Je sais, à cet instant, que quelle que soit l'issue, je perds une forme d'innocence. Mais je n'étais pas venu pour gagner une partie. J'étais venu pour arrêter l'effondrement discret d'un plancher qui menace tous ceux qui passent dessus. Le président ajuste ses lunettes. Il demande à Maître Vautrin s'il souhaite s'exprimer. Le notaire se lève, prend le micro. Il a gardé sa voix claire, bien posée. Je conteste tout lien entre moi et un avenant que je découvre. J'ai la conscience tranquille. Concernant le rapport d'expertise, je rappelle qu'il s'agit d'un document interne à l'assureur. Quant au badge, j'insiste, les badges se prêtent. Il dit aussi, et c'est là sa plus grande force, une phrase presque belle. Je n'ai jamais voulu autre chose que la paix pour cette famille. Je le crois, d'une certaine manière. Il s'est raconté à lui-même une histoire où ses mains étaient propres, et il s'est battu pour y rester. Sa qualité admirable, sa rectitude, est devenue l'instrument d'un maintien, d'un déni poli. C'est ainsi que les incendies les plus efficaces brûlent, s'enflamment, par combustion lente. Quand vient mon tour, je me lève. Je m'installe devant le micro. Je sens l'odeur légère de poussière chaude du système de sonorisation. Je m'appelle Julien Morel. J'ai grandi avec la certitude que mon père, Laurent, était mort dans un incendie le dimanche 30 janvier 2000, à 4h20 du matin. J'ai répété cette phrase 1000 fois dans ma tête pour me protéger. Il y a 25 ans, je n'avais pas les mots pour dire que quelque chose clochait. Aujourd'hui, j'ai des dates, des heures, des valeurs, des expertises. Je viens demander 2 choses. La vérité administrative, la rectification de l'acte de décès, la réouverture de l'enquête, et la vérité morale, que nous reconnaissions que nous avons ignoré des pièces parce qu'elles étaient dérangeantes. La première, P1, un mail banal, a été méprisée. On m'a dit, les badges se prêtent. La deuxième, P2, un relevé RH, a été aplani sous le mot magique, bug. La troisième, P3, un contrat et un rapport, montrent que ce n'est pas mon chagrin qui a inventé un mort, mais bien l'inverse. Je ne suis pas en croisade. Je veux simplement que la vérité repose au bon endroit. Et si mon père est vivant, qu'on me laisse la possibilité de le retrouver sans la menace permanente d'être poursuivi pour avoir posé des questions. Ma voix ne tremble pas. Elle se pose. J'entends Anna respirer, au fond de la salle. Elle est là malgré la peur. Je la sens. Le président ordonne la communication de pièces complémentaires. Une expertise indépendante sur le rapport incendie et la saisine du procureur pour réouverture d'enquête. L'assureur proteste, parle de précédent dangereux. Maître Roux répond calmement que le danger, c'est l'habitude de fermer les yeux. Quand l'audience se lève, il est 11h53. Dans le couloir, l'air sent la laine humide des manteaux. Maman s'approche enfin. Sa main trouve mon poignet. Elle dit, très bas, « Je voulais te protéger. Il a disparu parce qu'il avait peur de nous entraîner. Je n'ai pas su faire mieux. » C'est la première fois, en 25 ans, qu'elle emploie un verbe au présent pour parler de lui. Ma colère retombe d'un cran. Ce que nous sommes en train de vivre n'est pas un tribunal des âmes. C'est une poutre qu'on renforce,
à deux, sans se juger plus qu'on ne cède. Les mois suivants ressemblent à un chantier de réhabilitation. On dépose les revêtements, on découvre des surprises. Le mardi 18 novembre 2025, à 15h12, la mairie d'Oulin m'appelle. L'officier d'état civil m'informe que, sur la foi des pièces, le parquet a saisi le juge aux affaires familiales pour la rectification de l'acte de décès et une mention en marge. Acte annulé, décès non avéré. Le vendredi 5 décembre, la brigade financière perquisitionne l'étude de Maître Vautrin. On m'annonce qu'il est placé en garde à vue, puis mis en examen pour escroquerie en bande organisée, avec plusieurs salariés de l'assureur et un expert incendie sous-traitant. Je lis dans le journal, le lundi 15 décembre, qu'il nie l'intention frauduleuse. Je le crois encore, en partie. Il y a chez lui un entêtement à croire à sa propre version qui tient de l'auto-hypnose. Maman, elle, s'effondre puis se relève. Elle témoigne devant le juge, le mercredi 7 janvier 2026, en précisant qu'elle n'a jamais demandé d'argent au-delà de ce qu'on lui avait dit « normal ». Elle raconte comment, à l'époque, un homme, dont elle n'a pas retenu le nom, avait parlé de chlore proprement, comment on l'avait rassurée avec des phrases prêtes, comment elle avait signé, parce qu'elle ne voyait que l'urgence de me mettre des chaussures à ma taille et de remplir le frigo. Et papa? Le vide autour de son nom se remplit par fragments. Un pêcheur de la Saône se souvient le mardi 1 février 2000 d'avoir conduit un homme silencieux à la gare de Mâcon. Un relevé de compte endormi montre un retrait au guichet de Bourg-en-Bresse ce même matin. Et puis un soir de mars, un courriel arrive sur l'adresse que j'ai créée pour cette recherche. Il ne dit rien d'autre que « Pont de Sète, samedi 21 mars, 16h, L. » J'hésite entre piège et miracle. Je mets Anna au courant. Maître Roux me dit de prévenir les autorités. Je lui réponds que je ne veux pas transformer une rencontre en interpellation. Nous allons à Sète, un ciel blanc, des goélands, des odeurs de sel et de gasoil. À 16h précises, un homme s'approche. Il a les cheveux plus gris que dans les photos que maman cachait. Un regard que je connais, une démarche prudente. Il s'arrête à 2 mètres. J'ai fait brûler la maison, Julien. Pas pour l'argent, pour disparaître. Je devais de l'argent à des gens dangereux. J'avais fait confiance au mauvais chantier. J'ai cru vous protéger. J'ai été lâche. J'ai été lâche 25 ans. Il parle vite, comme s'il craignait que quelqu'un coupe le son. Il me raconte l'atelier clandestin où il a bossé un temps. Les dettes, la pression, l'idée folle creusée petit à petit. Mettre le feu à un logement déjà promis à la démolition. Laisser croire à un corps pris dedans. Fuir. Il n'avait pas prévu que d'autres rafistoleraient son départ en plan bien huilé. Il n'avait pas prévu qu'un notaire, une assurance, un expert, prendraient la suite et poseraient, pierre après pierre, un édifice où lui-même n'était plus qu'une ombre utile. Il me dit qu'il a vécu en Espagne, puis en Ariège, de petits chantiers, de silence. Il me montre ses mains. Elles ont les cicatrices des années. Je ne sais pas quoi faire de ma colère. Je la garde dans ma poche comme une pierre qu'on tourne du pouce. J'informe le juge d'instruction de cette rencontre le lundi suivant par l'intermédiaire de Maître Roux. Je fournis un enregistrement audio que j'ai réalisé avec son accord, où la voix de mon père raconte l'enchaînement des faits. C'est une pièce morale, pas un sésame judiciaire. La justice fera son travail. Mais ce que je sais désormais, c'est que les 3 preuves qui ont enclenché le mouvement, P1, P2, P3, étaient là, comme de petites balises qu'on avait ignorées parce qu'elles n'étaient pas assez. Le mail de télépéage, trop banal. Le relevé RH, bug probable. Le rapport d'expertise, interne. Les vilains de cette histoire ne sont pas des monstres flamboyants. Ce sont des gens pressés, des gens bien mis, trop habitués à faire taire le réel par commodité. La suite est publique. Une audience de mise en état, au printemps, dans un amphithéâtre du Palais qui sent la pierre froide et le radiateur. Une salle pleine. Journalistes locaux, voisins, curieux, une délégation d'anciens de l'usine, 2 assureurs d'une mutuelle concurrente qui ont flairé le précédent. Maître Roux expose, avec cette pédagogie que j'envie, les modifications systémiques que nous demandons en référé. Double signature obligatoire sur les avenants d'assurance vie, avec présence physique et contrôle biométrique. Obligation pour les compagnies de verser au dossier de sinistre les rapports d'expertise complets, même en cas de conclusions embarrassantes,
et inscription automatique d'un doute sur décès, lorsque l'expertise conclut à l'absence de reste et déclenchement d'une enquête d'office. Le président acquiesce, puis interroge l'assureur sur ses procédures au tournant des années 2000. On amène un vieux classeur, des procédures qualité jaunies, des mots qu'on n'écrit plus, courriel avec 2 R, télépéage avec majuscule. La salle réagit quand on découvre une note interne, datée du jeudi 3 février 2000, signée d'un cadre aujourd'hui retraité, qui recommande d'indemniser rapidement et sans tapage, et de conserver le rapport technique en annexe non communicable. Je sens, derrière moi, un murmure monter, comme un souffle d'air dans une cage d'escalier. Lorsque le juge prononce l'ordonnance, le vendredi 24 avril 2026 à 17 heures, la salle reste un moment silencieuse. L'acte de décès est annulé, la mention marginale est rectifiée, l'enquête pénale est officiellement rouverte, et les injonctions sont ordonnées. Communication intégrale des rapports d'expertise dans tous les dossiers d'incendie non corroborés par des restes. Audit externe des procédures de désignation de co-souscripteurs. C'est une bascule. Ce n'est pas la fin, mais c'est un plan approuvé, un renforcement validé, la promesse qu'on va, enfin, casser la dalle qui enfermait la vérité. Maman et moi sortons sur la place. Il est 17h59. La lumière d'avril a cette clarté qui fait briller les vitres. Elle s'assoit sur une marche, enlève son foulard. Elle a les yeux des jours sans phare. Je n'ai pas eu la force, Julien. J'ai voulu croire. C'était plus simple. Je lui prends la main. Je pense à la première fissure, au mail de badge que Vautrin a balayé d'un revers de phrase, que l'assureur a traité de trivial. Je pense au gardien en pantoufles. Je pense au contrat avec sa signature trop parfaite. Et je me dis que la morale n'est pas au bout de cette histoire comme un drapeau à planter. Elle est dans la méthode. Quand quelque chose cloche, on redresse, même si c'est gênant, même si c'est tard. On ajoure, on aère, on laisse le réel respirer. 3 mois plus tard, le mercredi 15 juillet 2026, à 9h, je reçois une lettre recommandée avec accusé de réception. Copie de l'extrait du registre de l'état civil d'Oulin, comportant la mention « Acte de décès annulé par jugement du tribunal judiciaire de Lyon, en date du vendredi 24 avril 2026. » La feuille est toute simple. Elle pèse plus lourd que n'importe quelle dalle. Dans la même semaine, l'assureur annonce, par communiqué, une nouvelle procédure de vérification. Il parle de responsabilité sociale, d'excellence. Je souris, un peu amer, un peu soulagé. Maître Vautrin, lui, est suspendu par la chambre des notaires dans l'attente de son procès. Je ne jubile pas. Il m'a élevé de loin parfois. Je me souviens de ses conseils pour mes études. Je me souviens aussi de sa main sur le coude de maman, quand il la guidait. Il a sauvé des couples. Il a soulagé des deuils sincères. Et il a aussi, par fatigue de contrarier sa propre histoire, laissé filer des choses qui ne devaient pas passer. Les hommes sont au croisement de leur qualité et de leur lâcheté. Quant à mon père, nous nous voyons, prudemment, le dimanche matin à la buvette d'un club de pétanque, pour ne pas faire d'histoire. Il a trouvé un avocat commis d'office. Il s'est présenté volontairement au commissariat de Sète le lundi 27 avril. Il a été placé sous contrôle judiciaire, puis mis en examen pour incendie volontaire et escroquerie, dans le cadre plus large de l'affaire. Il ne cherche pas à se justifier. Il parle de la peur, de l'engrenage, de l'ombre. Il a rencontré Anna. Ils ont mangé des moules frites au porc, un soir d'orage. Je les ai regardés parler de tout sauf de moi, et j'ai trouvé cela étrangement apaisant. Nous réparons à notre rythme, comme on redresse un linteau ancien. Doucement, sans choc, en posant des étais là où il faut. Il n'y a pas d'explosion finale où tout redevient comme avant. Il n'y a pas de grand pardon théâtral. Il y a des petits gestes précis qui, ensemble, finissent par redonner sa géométrie à une maison. J'ai repris le travail. J'ai demandé à piloter un projet de réhabilitation d'une halle des années 30 dans le quartier de la Guillotière. Au bureau, certains baissent encore la voix quand je passe, puis on revient aux choses concrètes. Section d'IPN, charge admissible, diagnostic amiante. Anna et moi, nous nous sommes mariés un samedi de septembre, à 15h, dans un petit jardin où l'on entendait les tramways. Maman a lu un texte court sur l'art de réparer. Au vin d'honneur, j'ai raconté une histoire sans nom propre, juste des dates. Un dimanche, un lundi,
Un mercredi. Pour dire que certaines semaines contiennent 25 ans. Les amis ont ri, puis se sont tus, puis ont levé leurs verres. La nuit, parfois, je sens encore la chaleur des flammes qui n'ont jamais brûlé un corps. Je me revois, enfant, renifler une odeur de gaz trop nette, regarder un paillasson boueux un soir sec. Je me pardonne de n'avoir pas su poser de questions. J'apprends à poser celle d'aujourd'hui avec calme. Je repense à P1, le mail de Badge, au mépris poli qu'il a rencontré. Je repense à P2, le pointage, rangé sous la rubrique bug. Je repense à P3, le contrat et le rapport, et à la façon dont, une fois sur la table, ils ont obligé tout le monde à nommer les choses. J'espère un monde où l'on ne traite plus les preuves comme des importunes, juste parce qu'elles viennent casser le confort d'un récit. Ce que cette histoire m'a appris tient en une phrase brute. La vérité n'arrive jamais par la grande porte. Elle glisse par une fente, elle s'accroche à un coin de mail imprimé, elle coule dans un relevé RH, elle s'écrit en toutes lettres dans un rapport qu'on a mis en annexe. Et puis, si on lui laisse le temps de gonfler, elle finit par faire jouer les huisseries. Alors les portes s'ouvrent. On voit la lumière d'une salle d'audience. On entend sa propre voix dire « je ». On entend le juge énoncer des dates et des heures comme on prononce des coordonnées GPS. On sent la vie après, qui n'est pas parfaite, mais qui a retrouvé un niveau. Dans cette maison-là, je peux désormais marcher sans craindre l'effondrement. J'ai posé, au-dessus de nos têtes, une poutre neuve qui porte un nom très ancien. Justice.